tous. Déjà, le 5 juillet dernier, j'ai donc repris mes fonctions de directeur de l'IUT de Saint-Denis après 8 mois de suspension abusive. Et 2 jours après, j'ai un étudiant qui vient me voir dans mon bureau, un étudiant qui s'appelle Moetaz, et qui m'offre un cadeau. Il m'offre un cadeau, j'ouvre ce cadeau et je découvre un tapis. Alors devant mon air un peu perplexe, il me dit « Monsieur, celui-là c'est pas un tapis de prière, mais un très beau tapis tunisien en laine. » Le soir, en rentrant chez moi, je m'entends dire avec un peu d'humour à ma femme « Encore un tapis, décidément, on s'en sortira pas. » Et finalement, avec ce geste, cet étudiant, pour moi, a pratiquement tout résumé de la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Et d'une certaine manière, avec aussi beaucoup d'humour, eh bien, il m'a souhaité un nouveau bienvenue dans cette IUT. Et en fait, c'est avec toute la force de mon attachement aux valeurs de la République que je me suis engagé dans l'enseignement supérieur en 2001, soucieux de dispenser un enseignement, comme tout fonctionnaire, le mieux possible et de qualité la plus importante possible. Et puis finalement, pour avoir voulu défendre une certaine éthique universitaire, pour avoir voulu défendre les valeurs de la République, j'ai été suspendu le 12 novembre 2015, donc il y a un an, quasiment jour pour jour, par l'ancien président de l'université Paris 13 dont je dépends. En fait, j'ai dénoncé à l'époque des dérives que j'estimais être inacceptables, contraires aux valeurs de la République, et ce qui m'a donné l'occasion d'être traité de manipulateur et d'islamophobe. Mais c'est justement aussi au nom de ces valeurs que j'ai souhaité toujours défendre que finalement j'ai souhaité ne jamais lâcher, ne jamais douter, et que j'ai tenu le cap pendant tous ces mois qui ont été particulièrement difficiles. Et donc j'ai toujours assumé, et j'assume encore aujourd'hui, et même s'il fallait en passer par là, l'ensemble des décisions que j'ai prises qui visaient à mettre fin à des actes de gestion délictueuse et au prosélytisme d'une association. Alors je ne vais pas revenir sur les événements, je pense que vous les connaissez tous plus ou moins. 3 événements particuliers. Un premier, c'était un problème d'un département où des enseignantes femmes ont été particulièrement maltraitées, discriminées. Et au moment où l'égalité femmes-hommes tente, relativement difficilement d'ailleurs, de s'imposer dans notre société, eh bien ces faits ne peuvent que nous interpeller. Aucune femme n'avait plus de responsabilité dans ce département après une année de gestion, par le nouveau chef du département bien sûr. Ensuite, des heures de gestion délictueuse qui sont apparues dans ce département. Si je n'y étais pas intéressé, c'était quasiment 200 000 € qui auraient été payés de façon indue. Et enfin, le dernier problème, celui peut-être dont on a le plus parlé, notamment dans les médias, c'est celui d'une association étudiante qui avait transformé un local étudiant en salle de prière. Et ce constat, ce n'est même pas moi qui l'ai fait, c'est les forces de police lorsqu'ils sont venus le 3 février 2014 pour répondre à une fausse alerte à la bombe. En fait, ce jour-là, je voulais récupérer les clés du local et c'est une alerte à la bombe, une fausse bien sûr, qui a été déclenchée et donc une salle de prière qui a été déclarée. Alors, au soutien en fait légitime qu'on aurait pu attendre, j'aurais dû attendre de l'ancien président de l'université, on aurait pu attendre de sa part au minimum une neutralité et au mieux un soutien le plus total, puisqu'après tout je ne faisais que mon travail, et en fait il a fait au contraire le choix de l'hostilité la plus importante à mon endroit, en s'acharnant totalement contre moi, en suspendant mes fonctions, et il a même été jusqu'à fomenter une rumeur selon laquelle j'aurais moi-même introduit ces tapis de prière dans ce local. D'ailleurs, il reconnaissait lui-même qu'il y en avait 3-4, sauf qu'on en a trouvé une quarantaine, et il a dit que c'était moi qui avais mis les 30 tapis ou les 35 tapis manquants. Je ne vois pas l'intérêt que j'aurais eu d'ailleurs à rajouter 30 tapis dans un local dans lequel tout le monde était d'accord pour dire qu'il y en avait quelques-uns, puisque pour ce qui me concerne, la présence d'un seul tapis dans un local étudiant au sein de l'université n'est pas compatible avec la mission du service public de l'enseignement supérieur. Et à partir du moment où j'ai mis en lumière, où j'ai lutté contre l'ensemble de ces dérives, eh bien c'est là où j'ai commencé à avoir de véritables problèmes. En gros, 32 menaces de mort, dont la dernière, qui arrivait à mon domicile ou à mon travail. Il y a d'autres explicites, tu vas mourir, ou avec mon portrait, les yeux crevés, le mot mort écrit sur le front. Et puis 2 menaces, 2 attaques physiques, 2 agressions physiques, la dernière d'ailleurs ayant donné lieu à 15 jours d'interruption temporaire de travail. Voilà, donc ça a plongé pendant 3 ans ma vie, la mienne, dans un enfer, on pourrait dire presque le mot, un changement de voiture hebdomadaire, changement de place de parking, changement de boîte aux lettres, changement d'horaire, changement d'itinéraire pour aller travailler quotidiennement, interdiction de sortie scolaire pour mes enfants, obligation de voler fermé, d'aller dans le parking sans la présence d'un voisin.
obligation de rentrer le soir accompagné par les forces de police. Tout ça s'est imposé donc du coup à moi, à ma famille. Le plus dur a finalement été encore de trouver les mots pour assurer son enfant de 9 ans qui rentre le soir en pleurs, en demandant pourquoi je suis menacé de mort, l'ayant lui-même appris à l'école. Et comme il fallait bien finalement que ce soit celui qui dénonce, qui à un moment donné soit accusé, la commission disciplinaire des enseignants-chercheurs a été saisie par l'ancien président pour sanctionner mes soi-disant ou mes prétendus errements professionnels. Cette commission disciplinaire a donc statué et a estimé que les faits n'étaient pas établis. Et cette relaxe apportée par la commission disciplinaire a été renforcée par une décision du tribunal administratif le 4 novembre dernier, considérant même d'ailleurs que la suspension avait été abusive et illégale. Et finalement, ce combat, on pourrait le dire, a été gagné tant d'un point de vue disciplinaire que d'un point de vue légal. Et je profite de la parole que j'ai aujourd'hui pour vous faire part à vous tous de ma profonde gratitude de m'avoir tant soutenu pendant ces mois difficiles, pendant ces temps qui ont été particulièrement douloureux. Vous m'avez soutenu, accompagné, et je tiens aussi à le dire de façon très claire, cette victoire c'est d'abord et avant tout la vôtre, et donc je voulais vraiment remercier le comité Laïcité République, l'ensemble de ses membres, l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis et beaucoup d'autres structures également qui m'ont apporté leur soutien et qui peuvent aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir une victoire. Et ce n'est pas forcément si quotidien que ça dans nos combats. J'ai donc repris mes fonctions le 4 juillet, j'essaie de faire vite, malgré ce que j'ai pu lire ici. Et finalement, ce que je trouve inacceptable, c'est d'avoir pu vivre cela. Alors si on est content aujourd'hui du combat, mais on peut au moins se dire qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu, parce que ce n'est pas normal. Qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, quelqu'un qui tente de faire son travail en respectant finalement que la loi en soit arrivé à une telle situation. Alors c'est vrai qu'on nous retorque souvent que la loi de 1905 n'est pas une loi qui interdit, que dans la loi de 1905, le mot laïcité, et que finalement, je pense moi ici que les mots sont importants. La laïcité française, effectivement, n'interdit pas les religions. Au contraire, les religions sont totalement libres dans notre pays, c'est notre grandeur, c'est notre fierté. Elles sont libres d'exister, elles sont libres de se réunir, elles sont libres de leur culte, mais elles sont malgré tout contraintes de réaliser toute cette liberté dans un espace qui est restreint et qui ne peut pas être l'espace public. Dans ce contexte, la laïcité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une croyance, mais elle garantit à chacun, je ne vais pas vous faire la définition de la laïcité, d'autres la feraient beaucoup mieux que moi. Par contre, si la loi de 1905 n'interdit pas, elle est très claire, elle sépare. Elle sépare ce qui est public de ce qui est privé. Et personnellement, en mettant fin aux activités de cette association, je n'ai le sentiment que de séparer. Séparer ce qui relève du privé, une pratique religieuse, de ce qui relève de la neutralité de l'État, et en confiant, en prêtant un local à une association, on ne devient plus neutre et on ne sépare plus. En intégrant à tous les niveaux, on a beaucoup parlé de l'école depuis tout à l'heure, les savoirs académiques, techniques, l'université pour moi doit être le fondement de la cohésion de la société. Et c'est à ce titre-là que la laïcité doit être indispensable à cette cohésion. Ne pas comprendre que la laïcité doit s'appliquer pleinement au sein des universités, c'est finalement prendre le risque d'une société qui n'est plus une et indivisible, mais bien ghettoisée, et c'est finalement la remise en cause de notre modèle de société. C'est dans notre université que se joue une bonne part de l'avenir de la société, qu'elle soit sociale ou économique, et donc l'université doit être universelle et doit prôner cette société de la connaissance. Donc, je pense qu'à partir du moment où l'université, par essence même, est le vecteur de la cohésion républicaine, tout étudiant, toute personne qui intègre l'université de par leur maturité, leur niveau intellectuel, leur niveau d'études, doivent être en mesure de comprendre que l'université est un lieu d'échange des savoirs, de débat, de réflexion, de recherche, d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur d'autres connaissances, d'ouverture sur d'autres cultures et d'autres croyances. Et c'est donc contradictoire avec le fait qu'un repli sur soi, sur sa religion, sur ses opinions, sur sa communauté, est pour moi totalement antinomique avec ce qui fait l'essence même de l'université. Du coup, j'essaie de... Va à la dernière ligne tout de suite. C'est plus simple, ne te pose pas de questions. Je ne réagirai pas pour ne pas perdre de temps. Je pense que notre université, finalement,
est une nouvelle fois à un tournant de son histoire et je souhaiterais du coup citer une phrase de 1888 dans le dictionnaire de laïcité de Buisson. Il disait « Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l'ancien régime, malgré près d'un siècle d'oscillations et d'hésitations politiques, le principe a survécu, la grande idée, la notion fondamentale de l'État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs, de manière à n'en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions n'a rien pu empêcher la société française de devenir à tout prendre la plus séculière, la plus laïque de l'Europe. » J'espère que les propos de Buisson pourront toujours nous inspirer dans les années à venir. Peut-être aussi une citation, c'est ma dernière page, une citation d'Henri Pénard-Ruiz qui dit finalement, trop souvent les hommes ont tendance à privilégier ce qui les divise. Avec la laïcité, il faut apprendre à vivre ces différences dans l'horizon de l'universel, sans jamais oublier qu'on a des intérêts communs en tant qu'homme. Il est donc temps, et j'en conclurai sur quelques lignes, d'affirmer que les valeurs de la République sont plus fortes, qu'elles sont surtout applicables sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des établissements scolaires, universitaires ou autres. Il est temps pour moi de promouvoir une action de citoyens libres, souverains, en faveur de la laïcité et donc, au-delà, en faveur de la République. La laïcité doit s'appliquer partout. Elle n'est ni discutable, ni négociable, mais elle est surtout le ciment d'un vivre ensemble apaisé et fraternel. Même si les événements de l'IUT ont été d'une extrême violence, j'ai personnellement toujours gardé le cap en agissant volontairement de façon non violente, considérant que nos principes républicains étaient plus forts que toute forme de violence dans laquelle on a tenté indubitablement de m'amener. On aurait tant souhaité que je rentre dans ce piège de l'escalade, de la surenchère et de la violence. Ferme, totalement ferme, sur ma volonté de défendre les principes républicains, attaché à montrer la vérité en tout lieu et à chaque instant. J'ai donc tenu le cap, ne lâchant rien, faisant preuve d'une persévérance à toute épreuve, mais bien évidemment bien accompagnée. Mon ami Alain Sexig me l'a répété quasiment tous les jours pendant ce combat. La justice, je cite, la justice, mon cher Samuel, ne se trace que dans la vérité. Non, c'est pas ça. Si. Mais finalement, au risque... Je te l'écrirai, comme ça tu pourras citer la prochaine fois. D'étonner certains. Au risque d'étonner certains. Et sans renier, je vous rassure, nos valeurs et la justesse de notre combat. Il me semble important, aujourd'hui, de viser malgré tout la réconciliation. Car finalement, notre objectif est de convaincre de la justesse de notre combat. Cette réconciliation n'est possible que dans la justice. Et la justice n'est possible que par la lutte et par le combat. Mais cette lutte et ce combat ne peuvent pas impliquer, pour ma part, la violence ou la haine. Et d'après moi, c'est comme cela que nous gagnerons la bataille idéologique dont parlait tout à l'heure Patrick Kessel. Merci.